La dernière création des Chinois, qui sont des créatifs en matière d'économie et de finance, a été une banque internationale d'investissement dans l'infrastructure, ce qu'on appelle en anglais l'Asian Infrastructure Investment Bank, ou AIIB. Cette banque d'investissement internationale asiatique a été créée par les Chinois, ça faisait 2-3 ans qu'ils travaillaient sur ce projet, officiellement créé le 24 octobre 2014, avec d'autres pays fondateurs. Et l'idée qui est derrière cette banque d'investissement asiatique, c'est que l'Asie se développe très rapidement. La croissance en Asie est d'environ 7%, l'a été et continuera à l'être dans les prochaines années, 7 à 7,5%, ce qui est énorme comparé au reste du monde. Et beaucoup de pays en Asie ont besoin d'infrastructures, de trains, de routes, de ponts, d'immeubles, etc. Pour aller dans le sens de ce développement et le permettre, les moyens actuels ne permettaient pas de développer assez rapidement, dans des proportions suffisantes, les grands projets qui étaient nécessaires à l'Asie, à la Chine, à l'Inde, à l'Indonésie, au Vietnam, etc. Donc les Chinois ont eu cette idée de créer cette nouvelle banque d'investissement. Mais, on l'a dit au début, les Chinois sont créatifs, c'est-à-dire cette banque d'investissement est un moteur, un véhicule, un facteur, un moyen. C'est aussi un instrument de domination financière et de domination économique sur non seulement l'Asie, mais sur le reste du monde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés victorieux ont créé plusieurs véhicules, et les accords de Bretton Woods qu'on connaît bien. Il y a eu aussi la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces deux institutions, largement dominées par les États-Unis et aidées par les Alliés, ont été des instruments de suprématie de la finance américaine, de l'Amérique sur le reste du monde. Les Chinois l'ont bien compris, ils étaient peu importants dans le Fonds monétaire international et dans la Banque mondiale, et ils se sont dit que maintenant il était temps que ça change. Donc, en créant cette banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ils poursuivent deux buts: se donner les moyens de leur propre croissance, ils en ont déjà beaucoup, ils s'en donnent un supplémentaire, croissance de leurs amis et de leurs alliés, et accession à un niveau international financier et économique qui leur avait été jusqu'à maintenant refusé. Les Américains avaient un choix devant cette création, de dire « bien, nous allons la rejoindre, c'est une bonne initiative, etc. » ou bien de s'y opposer en disant « oh là là, les Chinois essayent de prendre de l'importance et il faut les bloquer ». Hélas, c'est la deuxième décision qu'ils ont prise, et ils ont essayé depuis quelques mois de torpiller, il n'y a pas d'autre mot, cette initiative de banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'y résister. La Chine étant le premier pays économique et financier du monde, elle est perçue comme telle par les autres pays du monde qui se sont précipités pour répondre oui à l'appel de la Chine. Donc les pays du monde entier, y compris les adversaires, les adversaires ennemis avec lesquels ils ont des conflits, les Américains, comme l'Iran et la Russie, c'était prévisible, mais tous les pays européens, en particulier la France, l'Angleterre, l'Italie, mais aussi le Japon, qui est l'allié privilégié des États-Unis en Asie, mais aussi le Mexique, le Brésil, mais aussi Israël. Et quels qu'aient pu être les freins que les Américains ont essayé de mettre à la création de cette banque, ils n'y ont pas réussi. Les Américains nous ont appris, notamment dans le droit des contrats, dans la négociation du business, « if you cannot beat them, join them ». Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Ça veut dire que quand on a une bataille financière, économique, de business, et même en droit, quand on ne peut pas gagner, on va voir son adversaire et on trouve un compromis. On dit « ok, on ne peut pas gagner, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» C'est ce qu'on appelle un settlement. Les Américains font très bien ça en général, en droit des affaires, en finance. Ils trouvent un accord.
plutôt que d'aller au procès, de passer des mois et des années, de perdre énormément de temps et d'argent. Ils trouvent un accord, et c'est souvent un meilleur accord. On dit que Napoléon disait qu'il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Bien, et là, les Américains n'ont pas réagi de cette manière-là. Ils se sont opposés à la création de cette banque, ils ont fait pression sur le Japon, qui a résisté, qui va quand même rentrer dans cette banque. Ils ont fait pression sur les alliés européens qui ont refusé, les alliés sud-américains qui ont refusé, Israël qui a refusé. Tout le monde va rejoindre les Chinois. Avec, en plus, un certain nombre de dommages faits aux Américains, puisque, en freinant les Japonais dans leur adhésion à cette banque, on se trouve dans une situation maintenant où le numéro 2 de la banque, le vice-président de la banque, un des vice-présidents, mais peut-être le plus important vice-président de la banque, comme pays, ce sera l'Inde, au lieu du Japon. L'Inde qui est un allié des États-Unis selon certains, mais pas totalement, c'est un pays indépendant. Le Japon est un allié sûr des États-Unis jusqu'à maintenant, mais du fait de cette pression, ils n'auront plus une place dominante dans cette banque chinoise. Donc, nous sommes dans une situation où la Chine a des apparences, des aspirations légitimes, d'autres qui sont simplement de retrouver sa puissance officiellement dans le monde, une position qu'elle a maintenant, et puis il faut reconnaître que un certain nombre de demandes de la Chine sont extrêmement légitimes, il n'y a pas d'autre terme. Si on prend aujourd'hui la position de la Chine dans la Banque mondiale, la Chine étant le premier pays du monde, elle n'a comme droit de vote dans la Banque mondiale que 4,85% des droits de vote. Alors que les États-Unis ont 15,85% des droits de vote, et que des pays comme l'Inde se retrouvent comme la Chine avec une portion congrue de 2,91% de droits de vote. Donc la Chine ne se voit pas reconnaître dans la Banque mondiale un rang plus important qu'un plus petit pays. L'Amérique domine toujours, et dans le Fonds monétaire international, c'est encore pire, puisque la Chine n'a que 3,81% des droits de vote, face aux États-Unis qui ont 16,75% des droits de vote, et, comparaison terrible, la Chine a le même poids de vote dans le Fonds monétaire international que l'ont la Belgique et la Hollande combinées. Nous savons tous que la Belgique et la Hollande sont des pays très dynamiques sur le plan économique, mais leur importance est sans comparaison avec la Chine. Donc, quand on voit ces chiffres, on comprend que la Chine veuille réajuster ses droits de vote au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, ce qui prendra un certain temps, mais surtout que la Chine veut avoir les mains libres dans sa vie économique et financière en Asie, et dans son expansion avec ses partenaires en Asie. Tout ça est tout à fait légitime. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 50% des immeubles construits dans le monde sont construits en Chine, que la Chine consomme 50% du ciment, de la consommation de ciment par an, que la Chine consomme 50% de la consommation de charbon par an et 50% de la consommation d'acier par an. Tout ça, c'est de l'infrastructure. L'acier, c'est de l'infrastructure. Donc, la Chine est fondée à réclamer cette position essentielle dans la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Et les États-Unis, comme un certain nombre de pays, doivent d'urgence réviser leur position vis-à-vis de cette banque et vis-à-vis de la Chine, mais soyons confiants, les choses doivent se faire et se feront de cette manière-là parce que personne n'a le choix.